téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur Europe 1 et sur CNews. Y a-t-il un problème avec Noël? C'est ma première question. On souhaite de plus en plus de belles fêtes. On souhaite parfois un bel hiver, comme dans la ville de Nantes. Le mot Noël semble disparaître progressivement au profit de termes moins connotés religieusement. Est-ce que c'est le signe, selon vous, que le wokisme est en train de gagner du terrain en France? Je suis pas sûr qu'il en gagne, moi. Au contraire, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un retour de Noël. Alors vous avez raison, s'il y avait un prix de la bêtise, il faudrait l'attribuer sans conteste à la mairie de Nantes, évidemment, pour ce bel hiver à la place de Joyeux Noël. Mais puis vous retrouvez à peu près le même phénomène dans toutes les mairies dirigées par les escrologistes. Il faut les appeler comme ça, les escrologistes, c'est comme ça que je les appelle, parce que ce sont des escrocs intellectuels pour la plupart. Bon, là, c'est une socialiste, mais enfin, vraiment, elle mérite le prix de la bêtise. Et moi, je vis dans une ville où il y a une forte communauté, comment on dit, arabo-musulmane, Marseille, et franchement, on se dit Noël toute la journée. Donc, je veux dire, le problème ne se pose pas, en tout cas dans un certain nombre de... Et je pense que c'est un problème qui est dans la tête de personnalités politiques marquées souvent très à gauche, mais je ne crois pas que c'est un phénomène général. Je pense qu'il y a plutôt un retour de Noël. On va parler de votre bouquin. Vous avez rencontré beaucoup de Français à cette occasion, évidemment. Selon vous, en ce jour de Noël, dans quel état d'esprit sont les Français aujourd'hui? Bon, ils ont la gueule de bois. C'est pas forcément pour ce qu'ils ont mangé, mais oui, il y a un phénomène, je dirais une gueule de bois métaphysique. C'est-à-dire, vous voyez très bien que moi, ce que je raconte et parler du livre, ça commence avec quand même, dans les années 70, la France, quand on était français, on était en haut du tableau. On faisait partie des 5 pays avec la richesse nationale la plus importante par habitant, avec les États-Unis, la Suisse, la Suède. Enfin, on donnait envie. On était dans le pack de tête. Et oui, il y a même des futurologues qui venaient pour voir comment on faisait, parce que ça, c'est la conséquence de la politique économique du général de Gaulle. Mais on avait des taux de croissance de 5 à 6%. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans le bas du tableau. On est 26e, 27e. On arrive vers la 30e. On baisse chaque année. Je dis pas qu'on baisse, c'est-à-dire on s'appauvrit pas. Mais dans la course des nations, on se fait dépasser par les autres. Et on avance plus vite. Et on est de moins en moins fiers d'être français. C'est ce que vous dites aussi? Je pense qu'une des solutions, parce que bon, moi je reste très optimiste, parce que la France n'est pas finie, De Gaulle disait, nous enterrera tous évidemment, mais une des solutions, c'est évidemment la relance du patriotisme. C'est important le patriotisme. Là-dessus, il y a une idéologie qui a marqué, disons, les Français à partir de la fin des années 90, qu'on peut appeler l'immigrationnisme, c'est-à-dire l'idée que être contre l'immigration, c'était être, raciste. Ça n'a rien à voir. C'est que, vous voyez, et l'idée que la France doit se dissoudre, finalement, dans l'univers, est une idée absurde. Vous voyez, j'entendais un politologue, un jeune politologue, qui disait « Mais j'ai rien fait pour être français, je n'ai aucun mérite à être français. » Oui, mais alors à ce moment-là, avec ce type de discours, il légitime la politique de colonisation. Je veux dire, il légitime, l'idée de guerre, parce que finalement, tout nous appartient, l'univers nous appartient. C'est pas vrai. Il faut, on a besoin de frontières. On va parler de l'immigration dans un instant. Avant cela, un mot sur votre bouquin, puisque vous publiez le 3e tome de votre histoire intime de la Ve République, qui est intitulé « Tragédie française ». Quelle est, selon vous, la principale tragédie que nous connaissons en ce moment en France? Vous abordiez le sujet on n'est pas fiers d'être français. Mais je crois que c'est un sujet absolument fondamental. Là, la phrase de Macron est assez juste, d'ailleurs, faire nation, refaire nation. Parce que on a vécu avec l'idée du vivre ensemble. C'est clair que le vivre ensemble, c'est plus tout à fait ce qu'on croyait. Donc, je pense que c'est vraiment le problème fondamental. Après, vous avez toutes sortes de sujets. Vous avez évidemment l'économie, parce que on va se contenter cette année. On va dire c'est bien parce que on a un commerce extérieur qui aura un déficit de 100 milliards. Je vous dirais c'est mieux que les 163 milliards de l'année dernière, de l'année d'avant. Mais bon. On a quand même, si vous voulez, on vit une sorte, c'est comme ça qu'on perçoit les choses, une sorte d'affaissement. Il faut se dire les choses, à travers les flux migratoires aussi, qui sont pas contrôlés. Il y a le sentiment d'un délitement. Et puis l'école, c'est absolument fondamental. Vous voyez, tout ce qu'on apprend tous les jours
avec comment dire, les attaques sur les profs, les menaces, les professeurs qui ont peur. Est-ce que c'est normal dans une société les atteintes à la laïcité également. Oui, mais que les professeurs soient menacés, qu'ils aient peur, que les pompiers aient peur. Enfin, c'est vraiment, il y a besoin d'un retour aussi de l'autorité à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on refait nation? C'est vrai que c'est une expression du président de la République, il faut refaire la nation, mais lui-même n'a pas trouvé la réponse à cette question. Comment est-ce qu'on refait nation aujourd'hui dans un pays qui, vous avez raison, en a profondément besoin? Ah, vous avez raison, il n'a pas encore trouvé la solution. Bon, cela étant, il y a des pistes, par exemple, et j'étais frappé de voir à quel point Gabriel Attal, avec une politique extrêmement dure sur l'immigration, enfin entre nous, qui est celle de Jean-Michel Blanquer quelques années auparavant. Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, que Emmanuel Macron a viré, on ne sait toujours pas pourquoi. Et donc, c'est vrai que cette politique, elle a tout de suite plu aux Français, vous voyez. C'est important, ça. Parce que les Français, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de la fermeté. Ils veulent de l'autorité. Ils veulent... Mais non, mais attendez, la France, c'est aussi le partage, la redistribution, on est d'accord, l'État-providence, le modèle français, tout ça. Mais en fait, il faut aussi, pour vivre ensemble, il faut avoir des projets communs et comment dire, oui, et l'amour d'une... Enfin, c'est quoi? Enfin, il faut toujours relire, revenir au classique, Ernest Renan, qui a écrit qu'est-ce qu'une nation? Ben, une nation, c'est quoi? C'est un principe et c'est une âme, disait-il. Et c'est ça. Donc, il faut, quand on dit refaire nation, c'est se retrouver dans la même âme qu'est la France. C'est un beau pays, quand même, la France. Alors, hein, quand on la traverse, c'est quand même un pays absolument splendide. Sans doute le plus beau pays au monde. C'est pour ça que je suis... Enfin, l'Italie, c'est pas mal non plus, mais bon... mais c'est pour ça que je reste fondamentalement optimiste. Même si vous voulez, mais les pires, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les déclinistes, là, qui sont soi-disant les ennemis publics numéro 1, c'est pas du tout ceux que l'on croit. Ce sont pas ceux qui tirent les sonnettes d'alarme. Ceux qui sont les vrais déclinistes sont ceux qui sont dans le déni, qui disent « tout va bien, Madame la Marquise ». Alors, sur l'immigration, les Français n'ont jamais été aussi cohérents sur ce sujet. Une très grande majorité d'entre eux demandent de la fermeté, une baisse drastique de l'immigration, tandis que la classe politique se déchire sur ce sujet. Comment est-ce que vous expliquez une telle distorsion ? Ah bah ça, on la voit sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il y a une partie, vous dites classe médiatique, on pourrait dire d'ailleurs classe politique et médiatique, hein, classe politico-médiatique, qui est un peu coupée du reste de l'opinion, parce que c'est vrai que les sondages sont massifs, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 70%, le soutien à des mesures un peu... Mais alors là, attendez, on ne va pas discuter de ce projet, parce que ce projet, c'est quand même un projet minimal. Ce projet, puis en plus, il risque d'être détricoté par le Conseil d'État. Le projet qui vient d'être adopté par le Parlement. Le Conseil constitutionnel, par toutes ces institutions qui se mêlent en fait de la politique migration, parce que le vrai sujet... Pourquoi est-ce que le gouvernement et les gouvernements successifs ne suivent pas la volonté des Français, qui est extrêmement claire ? Parce que c'est très simple, d'ailleurs, moi je raconte ça dans le livre, c'est la politique de l'immigration. Il y a le Conseil d'État qui se l'est approprié à la fin des années 70, en inscrivant dans le marbre le regroupement familial. C'était au temps de Giscard, le Conseil d'État. Et vous avez le problème aujourd'hui en France de la République des juges. Une République des juges avec des magistrats de plus en plus politisés, d'ailleurs qui ne s'attaquent pratiquement qu'aux personnalités de droite, notamment LR, c'est très amusant, c'est presque comique. Et puis d'autre part, à travers le Conseil d'État qui s'arroge la politique de l'immigration, qui même sur le réchauffement climatique pénalise le gouvernement en lui faisant payer des amendes terribles, très grave, qui vont dans la poche d'organisations comme celle que préside Cécile Duflot. Non mais c'est comique, mais c'est très avec grave. L'argent du contribuable. Parce que ça signifie que les politiques n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus leur capacité de faire changer les choses sur des sujets aussi importants. Parce que tout ça va jusqu'à l'Europe, et le problème de l'Europe, il faut reprendre la main. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y a une jurisprudence extrêmement laxiste de la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait que quand les migrants arrivent à Lampedusa, de toute façon, c'est la libre circulation jusqu'en France. Et en France, c'est aussi la libre circulation. Alors c'était ma prochaine question, justement. Emmanuel Macron... le pouvoir politique doit se réapproprier l'immigration. Et ça, il le fera qu'à travers une voie constitutionnelle. C'est-à-dire... Mais c'est important de le faire, bien sûr.
C'est pas en faisant des petites lois régulièrement. Cette loi, oui, est relativement importante, mais ça concerne plus la délinquance qu'autre chose. C'est pas une vraie loi sur une politique de l'immigration. Puis il faut aussi revoir, évidemment, l'accord avec l'Algérie, qui était quand même... Les accords de 68, effectivement. Il est temps de le revoir. C'était ma prochaine question. Emmanuel Macron a-t-il encore, selon vous, du pouvoir, ou en a-t-il perdu une bonne partie après la crise, le psychodrame que nous avons vécu lors de l'adoption de cette loi immigration? Bah, excusez-moi, c'était écrit, parce que de toute façon, je le dis souvent, mais c'est toujours pas qu'il a perdu les élections législatives de 2022. C'est-à-dire qu'il n'a pas la majorité, il lui manque quand même quelques dizaines de députés pour avoir la majorité. Bon, il aurait pu trouver une majorité de substitution avec LR, il y a 62 députés, et puis peut-être en rajoutant, pour faire du en même temps, des députés de la gauche dissidente, enfin des anti-NUPES socialistes, il y a 4 députés, et puis il aurait pu peut-être faire un petit groupe, en faire une petite dizaine de gens qui se situent à gauche, mais qui sont anti-NUPES. Avec tout ça, il pouvait construire quelque chose. Là, maintenant, si vous voulez, il s'est fait un peu avoir parce que ça sera très difficile de négocier aujourd'hui avec LR. C'était plus facile dans la foulée des législatives. Aujourd'hui, ils ont repris du poil de la bête. Vous voyez le trio... hein, c'est les 3 mousquetaires, on peut dire, mais il y en a peut-être un 4e qui est planqué derrière, c'est Laurent Wauquiez. Mais vous avez là Olivier Marleix, Bruno Retailleau, Éric Ciotti. Bon, bah, ils ont vraiment remporté une manche là, même si pour l'opinion, RN aussi, le Rassemblement National, à gagner des points dans cette affaire. Alors je sais, Franck Solier-Gisbert, que vous êtes un éternel optimiste, vous nous l'avez encore répété ce matin, mais néanmoins, on constate que la France, elle est réellement fracturée. Est-ce que vous diriez que nous vivons déjà en partie face à face et non plus tout à fait côte à côte ? Oui, ça c'est la bonne formule de Gérard Collomb, Absolument. avec lequel d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'était pas entendu, ou à moins que ce soit l'inverse d'ailleurs, mais enfin bon, il y a eu une sorte de rupture entre les deux hommes. C'était, n'oubliez pas, le premier macroniste, grand maire de Lyon, pas comme l'actuel. Mais ce constat-là, vous le partagez? On est déjà face à face ou pas? Non, parce que on peut encore rattraper les choses. Tout est rattrapable. Enfin, il suffit de se promener en France, les choses sont encore rattrapables. Ça n'est pas simplement ce que tout le monde dit. Certains disent que c'est déjà trop tard. Ben non, parce que rien n'est jamais trop tard. Non, mais attendez, il y a un problème de volonté politique. Vous voyez, s'il fallait résumer d'ailleurs mon bouquin, c'est l'absence de volonté politique. C'est ça qui nous a amenés là. C'est-à-dire, quand vous avez des politiques qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui ont peur de tout, on en arrive là. Il faut prendre des décisions. Voilà, il faut décider, il faut interdire, il faut... Voilà, et puis en même temps, il faut tendre la main. Mais si vous voulez, l'idée que ce serait fini, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Mais c'est pas possible. Mais la France, elle restera... Enfin, elle n'est pas finie. Mais vous voyez, l'idée... C'est pour ça que je ne suis pas décliniste, vous voyez. Et j'accuse ceux qui vous disent tout va bien à longueur de journée sur les médias ou les politiques, et qui sont nombreux, notamment du côté du pouvoir, ce sont eux les responsables. Il nous reste très peu de temps, Franck Solier-Gisbert. Je voudrais qu'on aborde la personnalité politique qui a marqué 2023. Pour vous, il s'agit de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'elle avance, ça rappelle un peu d'ailleurs l'attitude de Mitterrand dans les années 70, c'est-à-dire elle avance vers le pouvoir en faisant pas grand-chose. Elle avance lentement mais sûrement. À la tête d'un parti attrape-tout. Il y a beaucoup d'ambiguïté d'ailleurs, parce que la politique économique de Mitterrand en 1981, si ça donne les mêmes résultats, ce sera pas terrible. Elle a peut-être intérêt à travailler là-dessus. Mais enfin, c'est clair qu'elle avance. Vous croyez à son élection en 2027 ? C'est possible ? Je pense que c'est possible, mais c'est pas certain. Je pense que c'est possible. Je pense que quand même, elle a un handicap, je le répète, c'est sa politique économique, ses conceptions économiques. C'est-à-dire que, voilà, on sait pas en vidant les caisses éternellement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, de toute façon. Donc maintenant, c'est quoi? On va s'endetter encore plus. Mais c'est du délire. Il faut arrêter. Cette politique, elle est criminelle. Pour nos enfants et pour nos petits-enfants, vous vous rendez compte? L'addition qu'ils devront payer dans les prochaines années. Et en 20 secondes, la politique... personnalité à suivre en 2024, vous nous dites que c'est Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ouais, alors attendez, Laurent Wauquiez, oui, parce que je pense qu'il a toujours dit à partir de 2024, après les européennes, mais à mon avis plutôt après les JO, il commencerait à rentrer dans le jeu. Donc lui, on voit bien que c'est le candidat de LR, mais
Et il y a quand même aussi, peut-être derrière David Lisnard, qui est une sorte d'outsider. Et puis moi, je regarde aussi, vous savez, les surdoués. Il y a 2 surdoués dans la politique française aujourd'hui. C'est très amusant. Ils sont très intéressants à suivre. Et parce qu'ils auront des problèmes avec leur chef, l'un et l'autre, à un moment donné, ou s'ils n'en ont déjà. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, surdoué absolu. Et puis, également, Jordan Bardella, le numéro 2 de RN, ou numéro 1, je ne sais plus, parce qu'il est quand même président de RN, surdoué également. Donc, si vous voulez, ça, c'est très intéressant à suivre, parce que les débuts de jeunes talents, moi, en tant que, maintenant historien de cette 5e République, ça m'a toujours passionné. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, d'être venu ce matin sur Europe 1 et sur CNews avec l'optimisme qui vous caractérise. Passez une belle journée et encore joyeux Noël.